Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Moi, Kim Blais-Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle de pression artérielle. On regarde c'est quoi la pression, c'est quoi l'hypertension, parce qu'on la surnomme aussi la tueuse silencieuse. Donc, on pourrait faire de l'hypertension sans forcément avoir de symptômes. Donc, aujourd'hui, on parle des causes, des conséquences, des facteurs de risque, des facteurs modifiables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, améliorer notre santé de nos vaisseaux? Puis c'est intéressant parce qu'il y a une personne sur 6 qui ne sait pas qu'il y a de l'hypertension. C'est pour ça que tu disais que c'était la tueuse silencieuse. Pour nous en parler, là, on est super choyés. On a Émilie La Charité Saint-Louis qui vient nous parler de l'hypertension. C'est une infirmière praticienne spécialisée en cardiologie qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est une experte dans le sujet. Puis, on va vraiment vous donner des outils. On se rappelle, on est dans un mode de prévention. On ne parlera pas vraiment des médicaments en tant que tels, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'hypertension ou pour ceux qui seraient atteints? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour améliorer votre santé? Alors, ça va être une super belle discussion. Vraiment. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Émilie, bonjour. Bienvenue à Info IPS. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente. Bienvenue. C'est un super plaisir que tu prennes le temps de venir nous parler d'un sujet qui te passionne beaucoup. On parle d'hypertension, la haute pression aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, on veut savoir un petit peu ton parcours. Donc, tu es infirmière praticienne en cardiologie. Oui, exact. Oui. En cardiologie depuis 2020 maintenant, mais j'étais infirmière déjà. Je travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 2007. Puis, nouvellement, là, depuis 2020, là, j'ai fait ma maîtrise là, comme infirmière praticienne en soins aux adultes. Puis, je travaille encore en cardiologie. Puis, Émilie, tu as fait la technique, le bac initial. Oui, j'ai fait ma technique à Drummondville. Ensuite, j'ai fait mon bac à Longueuil, à l'Université de Sherbrooke. Puis, c'est pas longtemps. J'ai travaillé quand même assez longtemps. J'ai fait des soins intensifs médecine. J'ai touché aussi un peu à de la recherche en arythmie cardiaque. J'ai fait de la transplantation cardiaque. Après ça, j'ai été conseillère comme infirmière, conseillère en soins palliatifs. Puis, c'est quand j'étais conseillère en soins pal que j'ai travaillé étroitement avec des infirmières IPS à l'Institut. Puis, c'est eux qui m'ont donné le goût là, de faire ce cours-là. Wow, super intéressant. Ouais. Brièvement, tu es sur des comités scientifiques, tu participes aussi à des conférences, tu es conférencière là, sur des sujets qui te passionnent, puis tu nommais aussi que ton intérêt, c'était beaucoup la santé cardiovasculaire, mais les soins palliatifs. Oui, exact. J'ai un profond amour là, pour les soins palliatifs. Fait que c'est un peu, ça s'est développé dans les dernières années, mais je pense que ce qui m'allume beaucoup, c'est la prévention cardiovasculaire. Tu sais, avec la chirurgie cardiaque, on voit souvent des gens qui ont fait des infarctus, qu'on a le goût un peu de travailler sur c'est beaucoup de prévention secondaire. Puis ensuite, un autre pan que j'aime beaucoup, c'est l'approche palliative. Je travaille avec des patients en maladies chroniques, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Puis c'est intéressant avec eux là, de parler là, d'approche palliative, de discuter des objectifs de soins aussi. C'est un privilège hein, de prendre soin des gens dans la fin d'un parcours. Puis, tu sais, on pense souvent à soins palliatifs, là, c'est une mort imminente, mais c'est pas ça. C'est au moment que la maladie n'a plus vraiment de traitement, mais il reste encore des choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie. Fait que merci pour ce que tu fais. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Par contre, avant, notre petite tradition des vrais ou faux. Ah, parfait. Donc, on te pose une rafale de vrais ou faux. Le but n'est pas d'aller en profondeur dans les sujets, mais on répond vrai ou faux. Puis, au courant de l'épisode, là, on va être capable d'avoir les réponses un peu plus éclaircies. OK. Je vous écoute. Donc, première chose. Une personne sur 4 souffre d'hypertension après l'âge de 40 ans et une personne sur 2 après 65 ans. Vrai. La haute pression est le principal facteur de risque des maladies du cœur. Absolument vrai.
Les émotions fortes, le stress et la caféine influencent la pression artérielle. Vrai. C'est de l'eau qu'on a dans nos tasses. Encore une fois, on répète. Si j'étais atteinte d'hypertension artérielle, excusez-moi, je le sentirais. Faux. Une seule valeur de pression permet de poser le diagnostic. Faux. On parle de la valeur de la pression. Là, Exact, le chiffre. Il n'est pas nécessaire de traiter la haute pression si j'ai pas de symptômes. Faux. L'apnée du sommeil et une mauvaise qualité du sommeil influencent la pression artérielle. Absolument. Vrai. C'est très 2024. Certaines applications mobiles peuvent diagnostiquer l'hypertension. Faux. Est-ce que dans ta pratique, il y a des fausses croyances que tu côtoies au quotidien par rapport à l'hypertension? Aurais-tu des petits exemples ou juste une là, que tu pourrais nous nommer? Je pense c'est une bonne question, mais je pense que la principale croyance, c'est le fait que si j'ai pas de symptômes, ben j'ai pas d'hypertension artérielle. Je pense que c'est ce que je vois le plus là, dans ma pratique là, comme croyance. Ouais. Puis c'est ce qu'on voit, en tout cas moi, dans mon bureau aussi. Là, Oh, nous, on ouais. est en première ligne. Toi, tu es en spécialité. Mais je pense que c'est une fausse croyance qui revient vraiment à même les différents milieux. Là. Très, très souvent. Puis, c'est quoi la pression artérielle? Bien, la pression artérielle, tu sais, pour commencer, là, je vais faire une analogie avec des tuyaux. Je vais vous demander d'imaginer des tuyaux dans lesquels l'eau s'écoule rapidement. Ça fait un bruit de fond tout doux que je qualifierais même d'apaisant. Au bout d'un temps, bien, la quantité d'eau augmente, puis le bruit devient de plus en plus fort. L'eau crée une telle pression que on commence à avoir des signes d'usure sur les tuyaux. La pression monte, puis elle devient tellement forte que, boum, le tuyau se fracasse. Mais ça, là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le bris d'aqueduc qu'on a vécu à Notre-Dame de Lorimier, sur le coin à Montréal. C'est bon. Ça a créé là, un geyser monstre, il y a eu des inondations, mais en fait, c'est un tuyau qui avait 30 ans, puis qui, avec l'usure, le temps s'est effrité. Mais c'est un peu ce qui se passe dans notre cœur. Dans notre corps, pardon. Nos tuyaux servent à acheminer le sang du cœur vers tous nos organes. Puis quand la pression est très forte dans ces tuyaux-là, bien, ça peut abîmer les parois de nos artères, puis c'est là que ça peut faire des bris. Ça peut créer des caillots comme... Ça pourrait faire un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. Le cœur pourrait s'essouffler contre une pression vraiment très forte. Fait que ça pourrait faire de l'insuffisance cardiaque, de l'arythmie cardiaque. Et donc, c'est vraiment l'usure dans nos artères. La pression qui est trop forte peut abîmer nos artères. Puis quand on parle d'arythmie, on parle d'une fréquence cardiaque qui n'est pas régulière. Exact. Puis tu nommais une insuffisance cardiaque aussi qui est comme une espèce d'essoufflement du cœur. Tout à fait, exact. C'est le cœur qui n'arrive plus à bien pomper, bien faire son travail pour acheminer le sang dans tous les organes. Souvent, ce que j'explique, bon, on le sait et on le répète, le cœur, c'est un muscle. Puis quand il affronte une trop grande pression pour devoir acheminer, en fait, son rôle, c'est d'acheminer, comme tu disais, le sang dans les organes. C'est du sang avec de l'oxygène. Mm-hmm. Donc, c'est pour fonctionner. Mais s'il exerce toujours une grosse pression pour se battre, bien, il grossit. Hein, comme au gym, on grossit nos muscles, mais malheureusement, il grossit, mais pas de la bonne façon. C'est qu'il n'est pas la contractilité, la façon qui va se contracter complètement est plus efficace. Exact. Il finit par s'épaissir. Exact. Là, ça réduit les cavités dans le cœur, puis ça fait que vraiment le cœur n'arrive plus à bien fonctionner, à bien pomper. Là. Puis l'hypertension, donc on comprend un peu l'analogie au niveau de la pression artérielle. Puis si on veut dire l'hypertension, finalement, ça serait quoi? L'hypertension, c'est vraiment la pression qui est trop forte dans nos vaisseaux sanguins. C'est ça. Puis, elle se mesure toujours en millimètres de mercure. Il y a toujours 2 chiffres à la pression. Si on se réfère là, à un chiffre là, qu'on entend souvent, là, le fameux 120/80, en fait, le 120 millimètres de mercure, ça correspond à la pression qui est dans nos artères lorsque le cœur se contracte, lorsque le cœur est à l'effort. Et ce chiffre-là est toujours plus haut. C'est toujours le premier chiffre, c'est la pression systolique. Ensuite, le deuxième chiffre, qui est un chiffre qui est toujours plus bas, qui correspond à la pression dans l'artère, mais quand le cœur est au repos, quand il est relâché. Donc, c'est la pression diastolique. C'est ça exactement la pression. Oui. OK. Puis, donc, l'hypertension va être une élévation de ces chiffres-là. Exact, oui.
Et puis, on dit qu'on fait de la haute pression où on peut être alerté lorsque notre pression est en haut de 135/85. Je pense qu'on pourrait allumer certaines cloches pour dire « Oh, ben ma pression, elle est peut-être pas normale. » Fait que là, peut-être de voir avec votre pharmacien ou votre IPS, votre médecin de famille, s'il y a des tests supplémentaires à faire. Parce qu'il faut savoir, c'est que la pression, bien, elle est toujours variable dans le temps. T'sais, on peut, si on a des émotions fortes, si on a fait de l'activité physique, si on a bu de l'alcool, si on parle en même temps de prendre notre pression, il y a tout plein d'éléments qui peuvent faire varier notre pression. Fait que c'est important de la prendre plus souvent pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Tantôt, on disait dans les vrais ou faux qu'on ne pouvait pas se fier à une seule valeur pour poser le diagnostic. Comment est-ce qu'on diagnostique la haute pression? Bien, de plus en plus, dans les lignes directrices, ce qu'ils nous disent, c'est que la pression, on ne devrait pas diagnostiquer une hypertension artérielle quand on est dans un bureau avec une seule lecture, parce que ça ne reflète pas nécessairement le portrait global. Le portrait global ouais. de notre pression. Parce que, comme on disait, bien, il y a plein de choses qui peuvent la faire varier. Fait qu'il y a deux tests qu'on peut faire pour diagnostiquer. Le premier test que votre médecin peut peut-être vous demander, c'est le MAPA, qui est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Puis le MAPA, c'est sous prescription. Ce que c'est essentiellement, c'est qu'on on va vous installer à l'hôpital un brassard que vous allez garder sur vous pendant 24 heures. Et la pression va se prendre automatiquement à toutes les 30 minutes pendant 24 heures, jour et nuit. Puis ça va faire une moyenne. Puis c'est cette moyenne-là, en fait, qui devrait être, si elle est plus de 130/80, on dit que c'est un diagnostic d'hypertension artérielle. Ensuite, le dernier test, c'est le MPAD, qui est la mesure ambulatoire, la mesure de la pression artérielle à domicile. Ça se peut que votre IPS ou votre médecin vous demande de faire 2 lectures le matin, 2 lectures le soir pendant 7 jours. On fait une moyenne en jetant la première journée, fait qu'on a une moyenne des 6 jours. Et puis, si la pression est en haut de 135/85, bien, c'est là qu'on diagnostique. C'est les 2 façons de diagnostiquer l'hypertension. Puis c'est important quand même aussi de le nommer. Les gens doivent être au repos au minimum 5 minutes avant la prise de pression quand on la prend à la maison. Oui. C'est de ne pas commencer à faire la vaisselle, on revient de faire nos commissions, on arrive, on prend notre pression parce qu'elle va être plus élevée. Oui, vraiment, c'est un bon point, Kim. Là. Idéalement, 5 minutes après avoir fait une activité, 30 minutes après avoir mangé, on se met là, les jambes décroisées, le dos appuyé sur la chaise, on s'assure d'avoir un bras bien reposé sur la table, un brassard au niveau du cœur. Puis c'est de cette façon-là qu'on prend la pression. Un brassard aussi qui est adapté à la taille de votre bras. Là. Donc, les pharmaciens sont super aidants pour vous accompagner dans le choix du bon brassard. S'il est trop petit ou trop grand, ça peut influencer la pression. Ouais. On va aussi déposer là, dans le site du balado une image là, que vous pourrez vous référer sur comment bien prendre la pression. Mais tu mentionnais, on prend la pression sur 24 heures. Pourquoi? Pourquoi sur 24 heures? Mais en fait, comme on disait plus tôt, ça donne une meilleure vue d'ensemble pour la pression. Ça capte aussi les pressions la nuit, parce que la nuit, notre pression devrait descendre. Exact, oui. Et puis, pourquoi on prend ces mesures-là aussi en ambulatoire? C'est pour... il y a 3 types d'hypertension. Tu sais, il y a l'hypertension réelle où la pression va se trouver à être haute dans le bureau du professionnel de la santé, mais aussi à la maison. Mais il y a deux autres types d'hypertension qui est le syndrome du sarrau blanc. Ça, les gens connaissent ça. Oui. Hein? Moi, à chaque fois qu'il y a une pression haute dans le bureau, c'est comme, moi, j'ai un syndrome du sarrau blanc. Mais des fois, c'est souvent de l'hypertension. Et les gens se confortent avec ce concept-là. Donc, c'est quoi le sarrau blanc? Le sarrau blanc, c'est quand la pression, justement, elle est haute quand on est dans le bureau du professionnel de la santé. Puis là, c'est des patients qui vont nous dire, mais je comprends pas parce que pourtant, chez nous, il me semble qu'elle est belle tout le temps. Fait que la pression, elle se trouve à être normale à la maison, mais très haute quand on rencontre un professionnel. Fait que ça, c'est le syndrome du sarrau blanc. Et puis, l'hypertension masquée, ben c'est l'inverse. C'est la pression qui est normale en bureau, en clinique, mais elle est haute à la maison. Fait que c'est les mesures diagnostiques dont on a parlé là, plus tôt, ben ça permet là, d'éliminer là, ces syndromes-là.
Puis c'est intéressant parce que tu disais tantôt, le café, les émotions fortes, le stress peut augmenter la pression, mais souvent, le fait d'être dans un bureau d'un professionnel de la santé, il y a un certain stress qui est associé. Les gens ont peut-être monté les escaliers. On le souhaite qu'ils aient pris les escaliers. Donc, tu sais, moi, je prends toujours 3 valeurs dans mon bureau. Les patients vont s'asseoir pendant qu'on jase, je prends une pression, puis je leur dis aussi, on la prend 3 fois. Puis spontanément, elle se diminue. Puis je trouve que c'est un bon renforcement. Là. Les gens voient à quel point il y a un bénéfice de prendre son temps. Ça les rassure. Fait que je pense que ça met en lumière ça. Puis tu disais l'hypertension masquée, on la prend la nuit. Il y a aussi on parlait d'apnée du sommeil qui pouvait augmenter la pression artérielle. Fait qu'on pourrait le détecter la nuit. Oui. Oui, absolument. L'apnée du sommeil, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est de faire des pauses respiratoires la nuit, d'arrêter de respirer. Et puis ça peut engendrer l'hypertension artérielle. La pression peut être difficilement contrôlée, mais l'inverse aussi. Si la pression n'est pas contrôlée, mais on va avoir de la difficulté à contrôler notre apnée du sommeil. C'est un cercle vicieux, là. Puis on le dit, l'hypertension, c'est un tueur silencieux. Hein? On n'a pas forcément des symptômes. À qui qu'on pourrait aller nous dire, justement, faites-moi un MPAD, fais-moi un MAPA pour les mesures? On irait demander ces tests-là si on a justement des valeurs en clinique qui sont très hautes, là, tu sais, 140 sur 90 et plus, 135 sur 85, c'est des valeurs qui devraient nous alerter puis de se dire, peut-être qu'on va demander un test pour aller plus loin, pour être sûr là, que... J'aurais envie de rajouter qu'il y a des gens chez qui on doit suspecter ou on veut vraiment pas qu'il y ait de l'hypertension. Là, ça a des conséquences. Ce serait quel type de clientèle à qui on demanderait de s'assurer que la pression est normale? Bien, c'est sûr qu'on veut être plus agressif pour les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, qui ont déjà des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, qui ont déjà fait des AVC dans le passé. Avec cette clientèle-là, on veut vraiment être vraiment plus agressif. Là, les diabétiques aussi, hein? Oui, tu as raison, les diabétiques, oui, bon point. Tu sais, je pense tantôt, ton analogie était tellement intéressante, le geyser. Il faut comprendre que ce phénomène-là de rupture, c'est la conséquence ultime qu'on veut pas. Bien, il y en a plein de conséquences qu'on veut pas, là, mais qu'un vaisseau se brise comme ça, puis qu'on ait un saignement important, on appelle, tu sais, la rupture de l'anévrisme d'une artère ou d'un aorte, la dissection. Mais on peut s'imaginer que ce phénomène-là peut survenir à différents endroits dans notre corps. Oui, absolument. Donc, l'AVC, par exemple, serait hémorragique. Il y a un vaisseau qui va éclater parce qu'il y avait trop de pression. On le répète dans les autres balados aussi. Les petits vaisseaux sont atteints plus facilement. Les yeux, les vaisseaux aussi dans nos jambes. Il faut penser que des vaisseaux, des artères, on en a partout dans le corps. Fait que, oui, ça touche les organes cibles, le cerveau, le cœur, les reins, mais comme tu as bien dit, là, il y a une atteinte au niveau des yeux, au niveau des membres, des artères des membres inférieurs. Fait que ça peut avoir vraiment plusieurs conséquences là, qui peuvent être lourdes, là. Puis, tu sais, il faut s'imaginer aussi, la pression, c'était le facteur de risque le plus important pour les maladies du cœur. Mais rajoutons, on parlait dans le diabète, il y a un épisode sur le diabète pour ceux que ça intéresse aussi, mais le diabète le sucre dans le sang vient inflammer, irriter, briser aussi la paroi. Fait qu'on, tu sais, il y a 2 choses qui viennent encore plus agresser nos vaisseaux. Ça nous met encore plus à risque. Exact. Fait que ça peut être lourd de conséquences, finalement. Incroyable. Sans symptômes, que ça soit, comme on le disait tantôt, tout à fait silencieux, là. Donc, de prendre des valeurs occasionnelles, même à la maison, pour être une excellente conduite pour n'importe qui, finalement. Là. Oui, tu sais, on l'a dit d'entrée de jeu là, au début, mais il y a 1 personne sur 4 qui est touchée, qui souffre d'hypertension artérielle, puis 1 sur 2 après 65 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment un problème de santé qui est très, très répandu. Fait que d'où l'importance de le dépister le plus tôt et puis... Dans le fond, ça touche tout le monde, l'hypertension. Fait que, Kim, c'est pas faux de dire que, tu sais, d'avoir un appareil à pression à la maison ou d'aller à la pharmacie puis de le prendre une fois de temps en temps, bien, c'est une bonne approche à avoir. C'est un bon achat. Oui. Généralement. Oui, vas-y. Oui. Bien, ça m'amène juste à faire une petite parenthèse sur l'achat d'un tensiomètre, là, d'un appareil, là, qui est environ, tu sais, ça se retrouve dans toutes les pharmacies, puis c'est environ 50 à 150 $. Mais je vous dirais que le 50 $ là, fait strictement la job, là. Et
puis, c'est un appareil, si c'est prescrit par votre médecin, bien, on peut sauver les taxes. Sinon, vous pouvez le mettre sur votre rapport d'impôt, puis vous pouvez vous informer aussi au niveau de vos assurances parce qu'ils peuvent défrayer. Ça peut être intéressant pour les auditeurs. Tout à fait. Puis, on parlait de toute façon, votre professionnel de la santé, théoriquement, on prend la pression. C'est notre sport national, les infirmières. On prend des signes vitaux. Donc, dans un sans rendez-vous, dans une consultation, généralement, là, à moins que ça soit vraiment hors contexte, on devrait le prendre. C'est une façon de dépister. Si jamais il y a un signal qui se lève, évidemment, on va aller plus loin à faire d'autres investigations. Mais de le faire à la maison. Puis, étonnamment, j'ai des jeunes patients qui ont des pressions anormales en bureau de plus en plus. Est-ce que c'est ce que tu vois dans ta pratique aussi? Bien, dans ma pratique, c'est vraiment une clientèle un peu plus âgée. Ouais. Peut-être je vous référerais à vous, vu que vous êtes en première ligne, mais j'aurais tendance à répondre que oui, là, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ont de l'hypertension là, beaucoup plus que... On le voit quand même aussi avec l'obésité qui a augmenté, même les enfants pour l'hypertension. Fait qu'en fait, toutes les populations pourraient être à risque, d'où l'importance justement de... revenir à nos habitudes de vie. Là. Il y avait un excellent article dans la dernière revue de la IPSQ sur la sédentarité et les jeunes. Puis ça disait qu'il y avait 10 des jeunes Québécois là, de 6 à 17 ans qui étaient obèses. 10 c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Ça les rend plus à risque que l'hypertension systématiquement. Fait que chez les jeunes, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les enfants. On dépiste l'hypertension à partir de l'âge de 3 ans. Là. Moi, je prends la pression aux enfants très, très jeunes. Par prévention, évidemment, on sait que c'est un facteur de risque. L'obésité en est un. Donc, évidemment, si on a un enfant qui est en obésité, on est plus rigoureux. Faut comprendre, par exemple, que c'est pas les mêmes chiffres. Si je me permets une petite aparté, parce que je travaille en pédiatrie, les enfants, on va calculer le chiffre dans sa normalité selon le sexe de l'enfant, l'âge et la taille. Donc, on s'imagine, c'est un volume de liquide. Fait que à partir de l'âge de 13 ans, on va utiliser les chiffres de l'adulte, mais en dessous de 13 ans, on utilise le ratio de la taille, du sexe et de l'âge de l'enfant. Là, il y a des calculateurs qu'on utilise. Kim, toi aussi, tu fais la même chose. Mais généralement, tu sais, il y a des problèmes de rein. Hein. Le rein est un grand régulateur de la pression. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça peut être des maladies rénales qui causent de la haute pression ou, comme on a parlé, des facteurs modifiables. Ouais. Parlons-en de ces facteurs modifiables-là. Oui, les facteurs modifiables. Mais en fait, c'est surtout... il y a les non modifiables, on a parlé, il y a la génétique, qui a environ 30 des cas, c'est de l'hypertension reliée à la génétique. Il y a certaines populations aussi qui sont à risque, comme les Autochtones, les gens d'Asie du Sud, les Afro-descendants, des gens qui vont être plus à risque. On sait pourquoi? Qui serait plus à risque? Ben ça, c'est une bonne question. Honnêtement, moi, je le sais pas. Je sais pas si vous le savez, mais non. Mais en pratique, on le voit. Hein. Moi, j'ai des jeunes patients, justement, plus d'origine asiatique ou afro-descendants, qui ont des hypertensions là, dans la trentaine, dans la vingtaine, qui vont être suivis en spécialité. Là. Fait qu'on disait la génétique. Un autre facteur non modifiable, hein, c'est l'âge. Oui. Parce que l'âge, plus on vieillit, plus les vaisseaux vont être plus rigides, beaucoup moins souples. Donc, on a tendance à faire plus d'hypertension artérielle. Fait effectivement, l'âge, c'est un gros facteur non modifiable. Donc, ça, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a quand même une grosse partie qu'on peut contrôler, qui est les facteurs modifiables, et c'est les saines habitudes de vie. Tu sais, on entend parler, il y en a 8, là. Je ne les nommerai pas toutes, mais tu sais, une saine alimentation, la cessation tabagique, une consommation réduite en alcool, l'activité physique. Il y a le sommeil aussi qu'on a vu arriver dans les habitudes de vie. Maintenant, le sommeil, il n'y a pas juste la quantité de sommeil, mais il y a la régularité qui est intéressante. Donc, à l'heure où on se couche, puis à l'heure où on se lève, qui peut avoir un impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais après ça, ce que je dis à mes patients, c'est bon, il y en a quand même beaucoup d'habitudes de vie. Puis l'idée, c'est de ne pas voir ça un peu comme une tarte qui est peut-être trop dure à manger là, d'un premier coup. Tu sais, parce que
ben, en tout cas, je sais pas vous, là, mais moi, travail à temps plein, famille, obligations familiales, tu veux sortir avec tes amis. Tu sais, des fois, c'est difficile de joindre les deux bouts puis de faire tout ça en même temps. Mais si on se concentre sur l'hypertension, ce que j'ai tendance à dire à mes patients, c'est d'y aller avec les plus payantes, ce qui va être le plus payant pour l'hypertension. Puis toujours aussi d'y aller avec ce qu'ils ont envie de changer comme facteur de risque. Ils sont prêts à faire. Exact. Comme changement. Puis les plus payantes, ça serait lesquelles que tu leur nommes? Les plus payantes, je vous dirais que celle qui se démarque le plus, c'est une saine alimentation. On peut aller chercher, en changeant notre diète, là, une perte de jusqu'à 11 mm de mercure de tension. Wow. Pour vous donner une idée, là, les médicaments, là, ça baisse la pression d'à peu près de 5 à 10 mm. Fait que, tu sais, c'est même plus efficace qu'une pilule. Wow. Fait que dans l'alimentation, tu sais, on prend beaucoup la diète méditerranéenne qui est, tu sais, idéalement, la moitié de l'assiette devrait avoir des fruits et légumes variés. Après ça, au niveau des protéines, ben, on essaie de diminuer les protéines animales, plus inclure des protéines végétales comme le soya, le tempeh. Il y a la PVT aussi, la protéine végétale texturée, qui est vraiment intéressante à essayer. As-tu des exemples de protéines texturées que tu nommes au niveau végétal? Ce serait lesquelles? La PVT, ça ressemble vraiment à comme honnêtement, là, quand c'est cuit, ça ressemble à du bœuf haché. OK. Oui, puis c'est à s'y méprendre. Là. Une sauce spaghetti avec de la PVT, là, c'est vraiment comme une sauce à la viande. Là. Fait que c'est vraiment très bon. Fait que ça, c'est à essayer. Puis, il y avait un cardiologue, je trouvais ça intéressant, qui disait ce qui a 4 pattes est moins bon que ce qui a 2 pattes, puis ce qui a 2 pattes est moins bon que ce qui a pas de pattes. Ça veut dire... ouais, c'est bien cool, ça, je vais retenir ça. Fait qu'on évite, tu sais, porc, bœuf, on privilégie le poulet, mais c'est encore mieux le poisson. OK. Puis après ça, ben, tu sais, dans le récent guide alimentaire canadien, ce qui est intéressant aussi, c'est dans la philosophie du bien manger, tu sais, d'avoir le plaisir de manger, de prendre conscience de nos aliments, de cuisiner, entouré, tu sais, de passer un bon moment plutôt que de se concentrer sur juste l'action de manger. L'autre habitude de vie vraiment payante, c'est le sel. Ça, c'est un incontournable. On ne peut pas passer sans sel. Oui, je m'en allais là. Tu m'as vu venir, là. Good job. Le sel, ça, c'est vraiment... En Amérique du Nord, on mange très salé. C'est omniprésent partout. D'ailleurs, il y a une étude vraiment intéressante. Ça, c'est sûr qu'il fallait que je vous parle de ça. Ça date de 2012, mais en 2024, c'est encore d'actualité. C'était une étude canadienne qui avait répertorié, en fait, 6 restaurants rapides, 6 fast-food. Puis, il avait comparé le sel entre les restaurants, mais aussi, il avait comparé, mettons, un burger dans les différents fast-food, mais dans différents pays. Donc, il y avait Canada, États-Unis, Australie, France, Nouvelle-Zélande. Il y avait 6 pays. Puis, le gros résultat de l'étude, c'est que la frite que vous allez manger ici, puis aux États-Unis, elle va être nettement plus salée que la même frite que vous allez manger en France. Ouais, vraiment. Les résultats montraient que c'était aux États-Unis puis au Canada où c'était plus salé là, dans les fast-foods. Là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est d'ailleurs, tu sais, quand on questionne nos patients, on demande souvent est-ce qu'il y a de la restauration rapide dans l'alimentation, tu sais, entre autres pour l'apport calorique puis les aliments transformés, mais ça fait du sens aussi par rapport au sel. Puis, qu'est-ce que ça fait, le sel? Pourquoi c'est pas bon pour la pression? Le sel, ça a 2 défauts. Premièrement, ça nous fait boire, puis ça fait retenir l'eau. Fait que je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, si vous mangez une pizza ou des sushis, ça peut être vraiment salé. Puis... Dans le fond, le lendemain matin, on va sentir on va avoir la bouche sèche, là, on va avoir envie de boire, puis on va avoir les articulations, les pieds enflés. Mais ce que ça fait dans les vaisseaux sanguins, c'est que là, il y a une accumulation de sel, puis là, ça crée un appel d'eau dans nos cellules puis dans nos tissus. Fait que l'eau va voyager vers les vaisseaux, fait que ça va augmenter le volume circulant. Fait que si on revient à notre fameux tuyau où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais là, on se ramasse avec une quantité encore plus importante d'eau, donc on augmente notre pression avec l'accumulation de sel. Puis l'eau, elle peut pas sortir nulle part, là, dans le sens que, tu sais, le boyau, là, c'est comme s'il n'y avait pas de sortie, fait que la pression augmente. Ouais. Puis juste pour faire comprendre, le corps, là, c'est un éternel... il recherche un équilibre partout, que ce soit avec le sucre, le sel, tous les différents...
les électrolytes qu'on peut avoir, on veut tout le temps être en équilibre. Donc, si on déstabilise cet équilibre-là avec un apport important, bien, ça demande, comme tu disais, on fait rentrer l'eau dans les vaisseaux, c'est parce que là, il y a trop de sel. Là, fait qu'il faut qu'il se dilue parce que sinon, c'est dangereux. Fait que c'est par ces mécanismes-là. Éventuellement, on retrouve un équilibre. Hein, on ne va pas exploser à chaque fois qu'on mange du sel, mais au long cours et de façon répétée, c'est ça qui n'est pas bon. Exact. Tout est dans la modération. Ouais. Tu allais dire quelque chose, Kim? Non, je voulais revenir, en fait, au niveau de l'exercice physique. Tout simplement, là, on en parle beaucoup de l'exercice physique. On ne veut pas achaler personne avec ça, mais ça serait quoi tes recommandations? Autant quelqu'un qui n'a pas d'hypertension, en tout cas qui n'en a pas encore, et que quelqu'un qui l'a déjà, l'hypertension, ça serait quoi tes recommandations? Oui, bien, c'est vrai, Kim, parce que dans le fond, ce qu'on parle là, c'est pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à prévenir l'hypertension, mais c'est aussi pour ceux qui l'ont ou que ça peut aider à contrôler. Mais pour l'activité physique, tu sais, la recommandation textuelle, là, c'est 90 à 150 minutes par semaine d'activité physique aérobique. Puis on recommande, dans le fond, 2 épisodes de renforcement musculaire. Mais des fois, c'est pas souvent facile à faire. Fait que mes recommandations, mes trucs pratico-pratiques, c'est, de commencer à se stationner plus loin pour marcher un peu plus pour aller à l'épicerie, essayer de prendre l'escalier pour éviter l'ascenseur, se donner des petits objectifs parce que, juste le fait de marcher peut-être 15 minutes une journée sur 2, au début, on va peut-être voir un bienfait sur notre corps, on va peut-être mieux dormir. Fait que là, on va être tenté à pousser davantage. Puis, OK, je vais monter à 30 minutes. Fait que ça, c'est des petits trucs là, qu'on peut utiliser. Ouais. Puis, le podomètre, des fois, il y en a qui vont s'en acheter, mais on a tous un cellulaire. Puis, la majorité des cellulaires ont des podomètres. Dans la littérature, ce que ça dit, c'est que le Québécois moyen là, a à peu près 4000 pas par jour. Puis ce qu'il faudrait avoir, c'est au moins d'essayer d'avoir 6 000 à 8 000 pas pour avoir des bénéfices cardiovasculaires. Fait que ça, c'est un petit truc là, rapido, presto, qui nous fait prendre conscience un peu, est-ce que je bouge assez ou pas assez? Des fois, ça peut être un objectif à atteindre. Là. Marcher sauve des vies. Ouais. Marcher sauve des vies. Ouais, qu'est-ce que ça fait, l'exercice? Pourquoi on recommande ça au niveau de la pression? Bien, l'exercice, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer nos hormones de stress dans notre corps. Fait que ça va aller diminuer notre fréquence cardiaque, ça va créer une vasodilatation au niveau de nos vaisseaux. Puis après ça, il y a toute autre une panoplie d'effets, mais la diminution du stress, au niveau du cerveau aussi, ça retarde le déclin cognitif, on va mieux dormir, ça peut jouer aussi sur l'embonpoint. Il y a vraiment là, des bénéfices. Là, puis ça joue sur la pression. Là, ça peut la diminuer. Là. Ouais. Donc, même quelqu'un qui est traité ou qui est limite, ça pourrait venir jouer sur la pression puis venir la baisser. Oui, absolument. Quelqu'un qui a vraiment une hypertension limite, on pourrait réussir à atteindre des cibles tout simplement en apportant des changements là, dans nos habitudes. Ça fait entraîner le cœur de la bonne façon. Tantôt, on expliquait que le cœur devenait gros, que les parois s'épaississaient parce qu'il travaillait trop fort. Mais quand on fait de l'exercice physique, c'est le muscle, on l'entraîne différemment, puis on l'entraîne à mieux se contracter, puis à mieux se comporter. Là. Oui, tout à fait. Puis il y a des traitements qu'on connaît un petit peu là, au niveau de l'hypertension, mais de ne pas banaliser non plus le non pharmacologique, comme tu l'as très bien nommé. Puis l'hypertension, c'est un diagnostic, c'est une maladie chronique. Est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension? Comment ça fonctionne une fois qu'on est pris avec ce diagnostic-là? Bien, c'est un problème de santé qui est généralement incurable. Là, on reste avec l'hypertension, mais c'est pas faux de dire que si vraiment on apporte des changements majeurs dans nos habitudes de vie, qu'on peut vraiment réussir à contrôler sans prendre de médicaments, puis peut-être même enrayer l'hypertension. Mais ça dépend du cas par cas puis des valeurs qu'on a là, comme... Je sais pas pour toi, moi j'ai réussi à en enlever chez des patients qui avaient un surpoids, puis qui ont fait des gros efforts, ils ont changé l'alimentation, ils ont fait beaucoup d'exercices, ils ont perdu du poids, l'apnée du sommeil s'est résolue. On a réussi à sevrer les médicaments, on les arrête pas d'un coup, on s'assure qu'on y va progressivement avec des bons contrôles à la maison, avec des journaux de tension, mais je pense que c'est possible. Il y a des belles réussites.
tantôt, tu parlais de sel, puis je pouvais pas le mentionner. J'avais lu de faire attention aussi qu'il y a beaucoup de sel dans les aliments sucrés. Oui. Tu sais, on a souvent tendance à dire, parce que je pense qu'on a souvent démonisé le sel, là, tu sais, on en a quand même besoin là, pour fonctionner. Je pense qu'on peut saler doucement dans nos aliments qu'on fait maison, mais de prendre garde aux aliments qui sont transformés, qui sont en canne, qui ont des agents de conservation, le sel est utilisé pour préserver la durée de vie d'un aliment. Mais étonnamment, dans certains produits transformés sucrés, le jus Sunny Delight, pour pas dire quelque chose, je bois jamais ça, mais c'est comme un sachet et demi de sel, là. Ah ouais, c'est énorme, fou, hein? ou dans les Pop-Tarts, là. J'espère que je me ferai pas poursuivre, là. Mais... un gros muffin, là, tu sais, du Costco ou un muffin commercial, là, ça correspond là, au quart de notre besoin dans une journée. Là. Ouais. C'est sucré, là, tu sais, c'est très sucré. C'est sucré, on goûte c'est pas gras. que c'est salé. Là. La soupe, tu sais, bon, les soupes, faire attention. Les faire maison. Oui, Des exact. fois, un petit truc pratico-pratique, là, parce qu'on dit qu'il ne faut pas dépasser là, 2 grammes de Oui, sel par c'est jour. ça. Mais tu sais, honnêtement, il n'y a pas personne ici qui calcule le nombre de grammes qu'on prend. Là. Fait que un truc, là, c'est de se référer à l'étiquette là, des valeurs nutritives. Oui. Puis vous repérez le sel ou sodium, là, c'est les deux. Puis à votre droite, complètement, vous allez avoir un pourcentage. Puis idéalement, ce chiffre-là devrait être en bas de 10 Okay. Si c'est plus de 10 mais c'est parce que c'est un aliment qui est trop salé. Puis si c'est un aliment préparé, tu sais, comme, mettons, 3 fois par jour, un poulet au beurre avec un riz, fait qu'il y a comme un repas, mais là, ça devrait être en bas de 25 de sodium. Sinon, c'est quelque chose qui est trop salé. Ah, c'est vraiment aidant, ça. Merci pour ce conseil-là. Puis, juste un petit aparté sur, des fois, les compagnies commerciales jouent un peu sur les mots, mais quand on lit « réduit en sel », mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est moins salé. Ça veut juste dire que la compagnie, en tant que telle, elle a fait une version moins salée. Mais tu sais, si on pense à la sauce VH, qui a 52 de valeur quotidienne, mais peut-être que la réduite va être 38 mais ça reste hyper salé. Très salé quand même. Alors que le libellé faible en sel, mais ça, c'est vraiment réglementé que ça doit être en bas de 10 si on marque faible en sel sur la boîte. Et si c'est très faible en sel, c'est en bas de 5 de sodium. Ça, c'est ici réglementé. Mais le réduit en sel, c'est parfois une fausse réassurance. Fait que de lire comme il faut les étiquettes, finalement. Exact. C'est pas parce que c'est écrit santé que c'est réellement santé. Oui, oui. Puis, on me dit souvent, oui, mais ça goûte fade. Je veux juste dire aux gens que ça goûtera pas fade le restant de votre vie. Ce goût-là ça se s'ajuste. Ouais. Puis, ça prend souvent quelques mois, mais après ça, on finit par passer, on s'habitue. C'est ça, il y a comme une désensibilisation peut-être des papilles gustatives avec le salé. Puis il y a une accoutumance qui se fait, là, je pense. Est-ce qu'il y a des urgences en hypertension? Y aurait-il une urgence d'envoyer quelqu'un à l'hôpital ou est-ce qu'il y a quelque chose que les gens doivent s'inquiéter à la maison, à titre d'exemple? Oui, c'est une bonne question. J'en vois pas beaucoup, moi, d'urgence hypertensive, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'une pression en haut de 180 sur 110 mm de mercure, il faut allumer une cloche. Puis ça, c'est une urgence hypertensive, d'autant plus si on a des symptômes. Si on voit apparaître des troubles de vision, des maux de tête importants, des douleurs thoraciques, des engourdissements dans nos jambes, dans nos bras, mais avec une pression élevée, consultez à l'urgence tout de suite. C'est super intéressant. Puis je pense que le message qu'on veut que les gens retiennent aussi, c'est que peu importe le chiffre de votre pression, si vous avez des symptômes, il faut consulter. Absolument. Oui. La symptomatologie de l'hypertension va survenir à différents moments pour différentes personnes. Pour mes années d'urgence, j'avais des gens qui arrivaient à 145 sur 98 qui étaient symptomatiques, puis j'en avais d'autres qui arrivaient à 200 sur 85 puis qui n'avaient pas de symptômes. Ouais. Mais c'est une source d'inquiétude qui est très, très fréquente. Les gens vont avoir une pression élevée, sont stressés. Fait que là, la pression, elle monte. Elle monte, ils la reprennent, ça monte, ça monte. Fait que là, ils arrivent à l'urgence, puis là, on ne traite pas un chiffre, on traite des patients. Donc, ça, je pense que c'est à retenir. Ouais. Mais dans nos pratiques, moi, je ne sais pas pour toi, Kim, mais le filet de sécurité pour les patients avec l'hypertension, 180 sur 110, c'est le chiffre qu'on ne veut pas aller là ou de là de ça. Si ça arrive, on va voir
professionnels de la santé, vous pouvez vous référer au pharmacien, comme tu disais tantôt, si vous êtes en pharmacie. Reprenez l'air, reposez-vous, respirez. Mais essentiellement, ce qui est dangereux dans la pression, c'est la chronicité. Ouais. Hein? Un pic d'hypertension, quand on fait un effort ou on a un choc émotif, ça va augmenter. Fait que c'est plus le long terme qu'on veut pas. C'est l'exposition prolongée à l'hypertension qui va créer nos dommages là, à nos organes. Mais effectivement, tu l'as bien dit, là, la pression, c'est labile, puis ça peut varier beaucoup. Fait que, si on prend une valeur, mais qu'elle redescend après, ben c'est pas là que c'est dangereux. C'est vraiment quand c'est à long terme. Oh, c'est tellement passionnant. J'en parlerai pendant longtemps. Oui, J'espère que ça a été aidant pour cette portion-là. On a un segment spécial, le segment de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui nous supporte dans le projet. Alors, Kim, je te laisse poser la question au IIQ. Donc, Émilie, comme tu le sais, la mission de l'Ordre est de protéger le public. Dans ton rôle d'IPS, quelles sont les stratégies et les actions que tu mets en place au quotidien pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? Pour ma pratique sécuritaire, je pense que j'ai 3 petits volets. Le premier, c'est sûr qu'on est dans un monde médical où les études vont vite, les études évoluent, la médication aussi. Fait que c'est de se tenir à jour. Le deuxième volet, c'est pour moi, c'est vraiment important de prendre le temps avec mes patients, de faire l'enseignement, de leur expliquer les traitements, les objectifs vers où on s'en va, c'est quoi les effets attendus des médicaments, de les impliquer dans l'équipe à part entière, de les outiller aussi, les responsabilités dans ce qu'ils peuvent faire pour prendre en charge leur maladie. Puis, je pense aussi... Tu sais, c'est pas rare. Moi, je suis en maladie chronique. Donc, c'est pas rare que c'est des patients qui ont perdu leur médecin de famille, mais ils ont, par exemple, un cardiologue, un pneumologue, puis un néphrologue. Fait que la communication interprofessionnelle, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Puis des fois, quand j'ai des enjeux sur certains points ou quand je veux informer les autres spécialistes, bien, c'est pas rare que je vais les appeler ou que je vais envoyer mes notes pour s'assurer qu'il y a une cohésion dans le plan de soins, en fait. Là. Ouais. Excellent, pour en faire profiter le patient aussi. Mm-hmm. On arrive à nos messages clés. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui nous écoutent, en fait, dans le résumé de cette émission-là, qu'on ne voudrait pas qu'ils oublient? Ce qu'on ne veut pas qu'ils oublient, en fait, ce que je ne veux pas que vous oubliez, c'est que c'est une maladie qui est sournoise, elle n'a pas de symptômes. Donc, pour diagnostiquer l'hypertension, il faut tout d'abord la dépister, puis il faut la prendre. C'est une exposition qui est prolongée, qui peut être lourde de conséquences, qui peut amener des conséquences au niveau du cerveau, du cœur, des reins, de nos artères. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que oui, on a vu des facteurs de risque sur lesquels on n'a pas de contrôle, l'âge, la génétique, mais qu'il y a aussi beaucoup de moyens de prévenir l'hypertension ou de la contrôler, comme l'alimentation, la réduction du sel, l'activité physique. Puis le troisième message, bien, ça concerne tout le monde. Ça concerne autant les jeunes que les personnes âgées. Parlez-en autour de vous. Un appareil à pression, il y en a dans toutes les pharmacies. Donc, une fois de temps en temps, de prendre votre pression, la dépister. Plus tôt on va la dépister, bien, plus elle va être facile à maîtriser. C'est un bon investissement pour le long terme. Là, faire un appareil à pression qu'on pourrait acheter maintenant. Vraiment. C'est toujours pratique dans une maison. Dans une maison, bien, c'est ça que j'allais dire. Souvent, mes jeunes, malheureusement, à qui je recommande de faire un journal de pression, bien, ils disent « Ah oui, bien, mon père en a un ou ma mère en a un. » Fait que les femmes enceintes, il y a de l'hypertension gestationnelle. Fait que c'est pas rare qu'on demande à d'autres types de clientèle de prendre leur pression. C'est super intéressant. Puis, évidemment, je peux pas m'empêcher de dire on arrête de fumer aussi. Hein. On a un épisode sur le tabagisme, mais ça durcit, ça contribue beaucoup à l'hypertension. Mais ça, je pense que les gens le savent déjà très bien. Une autre belle émission. Avec merci, une belle invitée. Merci, Émilie. Merci à vous. C'est vraiment agréable. Oui. Vraiment, là, super intéressant. Tu as donné des très bons trucs pour nos gens. Puis pour moi aussi, je vais retenir ça pour ma pratique. Vraiment. Fait qu'en espérant que ça a été aidant, que vous comprenez mieux l'importance de dépister, de traiter l'hypertension, cette maladie silencieuse, lourde de conséquences, comme tu as nommé. Donc, si vous n'avez pas déjà fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux là, de l'AIPSQ. Venez nous encourager. Puis, partagez l'épisode à quelqu'un de votre famille pour qui ça pourrait être intéressant. Là, quand ça vient de quelqu'un qu'on aime, des fois, le message passe mieux. Alors,
Bonne. Merci. D'ici là, prenez soin de vous. Merci les filles.